Sylbéji, la première? Écoutez, quand moi j'ai rejoint les affaires étrangères en 1979, Sylbéji n'était pas aux commandes du ministère. Il a été nommé en avril 1981. Et donc j'étais un diplomate junior. Je n'osais pas approcher le ministre à l'époque, mais j'ai eu la chance, 2 années plus tard, quand j'étais en poste à New Delhi, en Inde, de voir de près le ministre des Affaires étrangères, Beji Khaled Sebsi, qui assistait au nom de la Tunisie au sommet de non-alignés. Et j'ai eu quelques échanges avec lui comme un jeune diplomate qui m'encourageait à suivre les travaux du sommet et qui m'orientait pour mieux rapporter ce qui s'est passé dans les commissions. Et puis, depuis cette date-là, je n'ai pas eu la possibilité et la chance de le voir de près, moi j'étais en poste à l'étranger, lui il était d'abord au Parlement, puis il a quitté la scène publique, jusqu'à un certain fin juin 2011, quand j'étais contacté par l'un de ses collaborateurs pour m'informer que le Premier ministre, à l'époque, M. Beji Khaled Sebsi, voulait que je rejoigne son équipe gouvernementale et m'avait dit qu'il allait m'appeler pour me confirmer cette offre. Et effectivement, quelques heures après, il m'a appelé lui-même pour me dire qu'il souhaitait que je rentre à Tunis et que je rejoigne l'équipe gouvernementale. Bien sûr, il était très franc, me disant « Réfléchissez d'abord, il ne faut pas vous précipiter pour prendre cette offre parce que la situation est difficile. Mais comme je voulais, lui, il disait, comme j'étais ministre des Affaires étrangères et je pensais que ce département a un rôle primordial au niveau de la transition démocratique et il souhaitait avoir un ambassadeur comme secrétaire d'État et c'est comme ça que j'étais rentré et j'ai rejoint l'équipe gouvernementale en juillet 2011. Je vais juste revenir sur votre rencontre de 83. Oui. Comment était Sylbéji à cette époque? Comment était son tempérament? Comment était son style? Quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui vous avait interpellé? Beji Khaled Sebsi, c'était le ministre des Affaires étrangères, mais il était d'abord un homme politique. Et donc je voyais en lui, parce que la délégation a été présidée par le Premier ministre de l'époque, Mohamed Mzali, et je voyais en lui l'homme politique qui s'intéressait beaucoup plus à la politique intérieure tunisienne qu'au sommet, qu'aux travaux du sommet. Mais j'ai trouvé un homme très jovial, très curieux, qui aimait franchement encourager les jeunes diplomates, parce qu'à l'époque je faisais mes premiers pas dans la diplomatie, et j'ai senti que lui, il voulait encourager et faire sortir de chez moi cette possibilité de mieux faire. Et c'était des contacts éphémères, mais des contacts très révélateurs d'un grand charisme politique. Est-ce qu'il avait le contact facile? Est-ce qu'on pouvait facilement aller vers lui parler? Oui, absolument. Bon, moi, je n'étais pas à l'époque suffisamment confiant pour l'approcher de près, mais je n'ai pas senti des remparts qui m'empêchaient franchement de discuter avec lui. Donc, en juin 2011, quand vous avez... Donc, en juin 2011, j'étais nommé secrétaire d'État et on a travaillé ensemble. Lui, pour lui, les affaires étrangères, c'est un département essentiel de l'État tunisien. La Tunisie est un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources et c'est un pays qui a été toujours ouvert et qui a toujours compté sur ses relations diplomatiques pour assurer sa stabilité, son développement politique, mais également bien sûr, pour assurer son développement. Et lui, il croyait fermement au rôle du ministère des Affaires étrangères. Et donc, j'étais pratiquement quotidiennement en contact avec lui. On a fait des choses formidables parce qu'on a organisé le premier task force entre la Tunisie et l'Union européenne, là où l'Union européenne a manifestement déclaré son intention de s'engager à côté de la Tunisie pour l'aider à réussir sa transition démocratique. Puis, bien sûr, j'étais tout le temps
présent quand il recevait les dignitaires et les officiels étrangers en visite à Tunis. Et je l'ai accompagné, bien sûr, dans sa visite le 3 et 7 octobre à Washington, quand il effectuait sa première visite à Washington à l'invitation du président Obama. Et là, je vais vous raconter une anecdote, parce que le Premier ministre à l'époque, Beji Caïd Sebsi, qui a participé une année avant, en fait, en mai 2011, au sommet de Deauville, était approché par Obama, qui a remarqué sa vivacité et son dynamisme. Et c'est le président qui m'a raconté cette histoire-là. Et il est venu, ils ont marché ensemble. Il lui a dit, Monsieur le Premier ministre, dites-moi quel est le secret de votre dynamisme. Et Beji Caïd Sebsi, qui a le sens de la réplique, dit au président américain, invitez-moi à Washington, je vais vous le dire. Et effectivement, j'étais avec lui dans cette visite à Washington. Il a eu une excellente visite pendant laquelle l'Amérique s'est engagée à soutenir sécuritairement, économiquement la Tunisie. Mais bien sûr, vers la fin, en sortant, Obama disait à Beji Caïd Sebsi, mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Pourquoi vous êtes... Quel est le secret de cette vivacité? Et Beji Caïd Sebsi lui a répondu d'une manière très laconique. Vous savez, Monsieur le Président, ce genre de réponse ne peut être donné qu'à Tunis même. Il faut venir me voir à Tunis et je vais vous donner la réponse. Et Obama, qui s'apprêtait à l'époque à s'engager dans une deuxième campagne pour son réélection, lui a promis que pendant le deuxième mandat, il allait effectuer une visite à Tunis. Malheureusement, cette visite n'a pas eu lieu. Quels sont les moments les plus forts que vous avez vécus ensemble, les plus intenses? Écoutez, alors, quand j'ai quitté le gouvernement en octobre, après les élections d'octobre 2011, j'étais resté chez moi pendant presque 2 ans. Et j'étais en contact direct avec Beji Caïd Sebsi à l'époque, qui n'a pas encore formé Nida Tounes. Et quand il a décidé de former Nida Tounes, il a fait appel à moi pour l'aider, surtout à formuler et à définir les axes de politique étrangère du parti. Et donc, depuis cette époque-là, jusqu'aux élections, j'étais en contact épisodique avec lui, jusqu'au jour où, après les élections, le jour même de l'élection, il m'appelle pour me dire qu'il a décidé de me nommer conseiller diplomatique et de l'accompagner au palais de Carthage. Et d'ailleurs, c'était la première décision que le nouveau président élu avait prise à l'époque. C'était la première décision, comme président élu, il me l'a dit. Et donc, je l'ai accompagné à Carthage pendant une année, j'étais son conseiller diplomatique. Et on a eu plusieurs moments forts. Le premier moment fort, bien sûr, quand j'ai essayé de provoquer une invitation au président pour le sommet du G7. Et lui, il ne croyait pas. Il m'a dit qu'il était à Deauville, que ce genre de forum, c'était un forum fermé pour les pays industrialisés, qu'il n'allait pas... et j'ai eu sa permission jusqu'au jour où, effectivement, Mme Merkel l'a appelé pour l'inviter au sommet d'Almao du G7 qui a eu lieu, comme vous le savez, en mai 2015. Et donc, ce sont ces moments forts quand le président était parmi les grands. Et cette fois-ci, effectivement, était l'invité d'honneur du sommet du G7. On l'a invité de nouveau au sommet de Tawarmine en 2017. Et il était, vous vous rappelez de l'image entre Mme Merkel et le président Trump. Et c'était franchement, nous étions fiers de notre président qui, quand même, avait mis la Tunisie dans un palier, le palier des grandes nations, parce qu'il était l'avocat, bien sûr,
de la Tunisie, des priorités de la Tunisie, pour expliquer les difficultés que connaissait la Tunisie à l'époque, et surtout pour solliciter la compréhension et l'appui de nos partenaires, mais également il était sollicité pour ses points de vue, ses analyses sur les questions politiques qui nous concernent notre région, mais qui concernaient le monde. Et j'étais témoin comment le président Hollande, le président Macron, le président Madame Merkel, le Premier ministre Trudeau du Canada, le président Trump, étaient tous intéressés à connaître ces analyses, par exemple sur la question libyenne et sur les possibilités de trouver une solution à cette question-là. Et le président avait toujours comme priorité c'est les intérêts spécifiques de la Tunisie et surtout démontrer que la Tunisie était un pays, et toujours un pays, qui avait son mot à dire pour aider à trouver des solutions aux problèmes de la région. Et à la tête de ces problèmes, bien sûr, il y a le problème du Moyen-Orient, la question palestinienne, mais également la question libyenne. Est-il impressionné par toutes ces personnalités publiques, par ces politiciens, les États-Unis, l'Allemagne, ses forces, la force de ces pays, ou était-il vraiment à l'aise? Il était vraiment à l'aise, il était respecté par ses leaders, tout simplement parce que tout ce monde-là connaissait l'expérience du président tunisien, son background politique, mais surtout sa culture. Il avait une très vaste culture. Il suivait l'évolution du monde et chaque fois il entretenait, engageait une discussion avec l'un de ses leaders et il parlait de leur pays franchement, comme s'il n'a jamais quitté les affaires étrangères. Il suivait la politique intérieure de ces pays-là et donc c'était un monsieur, c'était un leader politique qui forçait le respect de ses interlocuteurs. Je voudrais juste revenir à la période où vous avez été secrétaire d'État, puis vous êtes resté un petit peu chez vous, et après il y a eu la création de Nidetoons. Comment était votre relation avec Beji? Comment elle a évolué? Vous savez, M. Beji Sebsi, quand il a quitté la primature en 2011, je pense qu'il avait déjà 86 ans. Disons 83 ans. Et donc, il donnait l'impression de ne plus s'intéresser, franchement, aux fonctions politiques de premier ordre. Et donc, c'est l'évolution de la situation à l'époque et le dérapage qu'a connu la scène politique, et surtout l'Assemblée constituante, qui a tardé à écrire la Constitution et a pris tout son temps, 3 ans au lieu d'1 année, qui a forcé Beji Sebsi de revenir sur la scène politique, de créer Nidetoons et de créer Nidetoons comme une force de rassemblement de toutes les forces politiques tunisiennes pour faire l'équilibre de la scène politique qui était déjà, vous vous rappelez, très déséquilibrée. Il y avait une menace sur la stabilité politique du pays. Et donc, moi, j'étais témoin de cette évolution-là et qui l'avait poussé à créer le Nidetoons. Mais la relation entre vous, en tant que personne, et Sylvie Beji, est-ce que ça vous a rapproché? Est-ce que, j'imagine, une complicité est née entre vous deux? Vous savez, contrairement aux autres membres dirigeants de Nidetoons qui avaient une certaine familiarité avec Beji Sebsi, ma relation avec lui était une relation plus ou moins plutôt intellectuelle au début. On parlait plutôt de questions diplomatiques, de relations internationales, de la Tunisie, de comment la Tunisie doit se positionner dans cette évolution que connaît le monde arabe. Et donc, ce n'était pas une relation personnelle. C'est avec le temps que cette relation s'est développée et est devenue de plus en plus une relation de confiance, de complicité. Et je l'ai senti quand j'étais un de ses proches collaborateurs à Carthage, comme conseiller diplomatique. Puis, quand il m'a nommé ministre des Affaires étrangères, j'ai senti le leadership de Beji Sebsi qui me donnait, en toute sincérité, une liberté totale à lui proposer comment
la conduite de notre diplomatie, lui proposer des idées. Bien sûr, ces idées-là étaient endossées, acceptées et agréées par lui. Puis, on travaillait ensemble, en symbiose totale, pour mieux faire avancer les intérêts de notre pays sur la scène régionale et mondiale. Est-ce qu'il était du genre à faire confiance facilement aux gens? En ce qui me concerne, il y avait une confiance totale, parce qu'il savait pertinemment que moi, j'ai essayé pendant tout ce temps. Vous savez, la diplomatie, c'est l'art de l'apprentissage et de l'observation. Et quand j'ai eu cette chance de travailler de près avec lui en 2011, j'ai observé de près sa façon de faire et sa façon de réfléchir. C'était comment sa façon de faire? Sa façon de faire, c'est... et Beji Caïsseb, c'est comme les grands leaders de ce monde, s'intéressait plutôt aux questions macro, aux grands axes. Il ne se mêlait pas des détails. Il avait confiance dans ses collaborateurs pour que la conduite quotidienne des affaires de l'État devait s'inscrire dans les lignes macro qu'il fixait lui-même comme leader. Et donc, moi, j'ai compris exactement qu'est-ce qu'il voulait, comment il situait la Tunisie, comment il veut aider la Tunisie dans cette transition, quels sont les partenaires sur lesquels il doit axer, il voulait axer notre diplomatie, avec lesquels on devait axer et développer notre diplomatie. Et donc, moi, j'ai eu ce pressentiment et cette conviction de suivre ce cadrage. Et c'est ça qui a créé, franchement, cette complicité, cette confiance totale. Je n'ai jamais, pendant 5 ans, j'étais son collaborateur pendant 5 ans, pendant tout le mandat, comme, bien sûr, comme conseiller diplomatique, et après comme ministre des Affaires étrangères, on n'a jamais eu le moindre désaccord. On était en totale symbiose et en totale complicité. Est-ce qu'il lui arrivait de vous taquiner un petit peu comme il le faisait? Oui, bien sûr. Bien sûr, il me taquinait. Il me taquinait surtout quand il voyait que je voyageais beaucoup. Et qu'il savait pertinemment, puisqu'il était ministre pendant 5 ans, lui, il connaissait que le travail du ministre des Affaires étrangères, c'est surtout à l'étranger. Et donc, chaque fois où je rentrais, il me disait, vous êtes une batoute, vous passez plus de temps dans l'avion que sur Terre, et beaucoup plus de temps à l'étranger qu'à Tunis. Et à certains moments, il me demandait de prendre soin de ma santé, de faire un petit peu, baisser un petit peu cette dynamique, tout en, j'étais certain que lui, il appréciait j'espère qu'il a apprécié ce que je faisais, et parce que ce que je faisais était en totale complicité sous son autorité, et c'était tout simplement pour mettre en œuvre la politique étrangère qu'il voulait pour la Tunisie après la Révolution. Est-ce que vous avez connu de rudes épreuves? Des épreuves rudes? Oui, on a eu plusieurs épreuves rudes, bien sûr. Et celle qui vous a le plus marqué? Avec lui? Oui. Non, enfin, ensemble. Bien sûr, d'abord, quand on a commencé à organiser le sommet arabe, il fallait réussir ce sommet arabe, parce que c'est avec ce qui se passait dans le monde arabe, et bien sûr les divisions que connaissaient les pays du Golfe, au niveau du Moyen-Orient, du Proche-Orient aussi, il y avait plusieurs difficultés. La question palestinienne qui a été reléguée au second plan et qu'il fallait la placer sur le devant de la scène. Toutes ces questions politiques, la nécessité d'assurer le maximum de participation de très haut niveau, au niveau du chef d'État et tout ça, parce qu'on a observé que pendant les sommets précédents, la présence n'était pas aussi importante. Et donc on voulait que le sommet de Tunis soit effectivement un sommet à part, un sommet, un grand succès. Et donc il y avait cette angoisse partagée de travailler ensemble. Et moi, je travaillais, bien sûr, on était en contact quotidien
je suivais ces orientations pour que le maximum, il m'a chargé de visiter pratiquement tous les pays arabes pour remettre les invitations et avec les ministres des Affaires étrangères, tous les ministres des Affaires étrangères, pour s'assurer d'abord d'une participation de haut niveau de tous les pays arabes, mais aussi et surtout pour que les résultats du sommet soient des résultats positifs au niveau de la réconciliation arabe et surtout au niveau de deux questions principales, la question palestinienne qu'on devait la remettre sur la scène, mais également comment aider les Libyens, les vrais Libyens, à sortir les aider à sortir de leur crise. Quelle était sa méthode pour gérer ce genre de situation? Il était très calme. Il lisait beaucoup ce qu'on lui a envoyé, parce que en tant que ministre, je lui ai envoyé des rapports. Il lisait beaucoup, il commentait ces rapports. Quand je le voyais, il commentait ces rapports. Et il était persuadé que le sommet de Tunis allait être un succès. Et franchement, d'abord, tous ces chefs d'État et ces rois qui sont venus en Tunisie, sont venus tous, bien sûr, par considération à la Tunisie et à son expérience, mais également et surtout pour le chef de l'État de l'époque, parce qu'il savait que Béji Essebsi, c'était un rassembleur, c'était le sage, le doyen des chefs d'État arabes, et ils étaient tous persuadés que le sommet allait être un succès. Excellent. Si je vous dis fin février 2011. Fin février 2011 ? Fin février 2011, je pense que c'est le jour où il a été appelé à prendre, où il a été nommé Premier ministre. À l'époque, moi, j'étais ambassadeur à Moscou. Donc, je n'étais pas impliqué directement. Je suivais comme vous, comme le reste des Tunisiens, à travers la télé, ce qui s'est passé en Tunisie. Je n'ai jamais soupçonné à l'époque qu'un jour, j'allais changer complètement de carrière et rentrer dans le gouvernement et passer le reste de ma vie à s'occuper de la diplomatie, comme je l'ai fait pendant les 10 dernières années. Et donc, j'étais ambassadeur, j'étais très bien, et je savais que Béji Essebsi, vous savez, Béji Essebsi représentait cette génération des hommes d'État tunisiens qui ont contribué au fondement du nouvel État post-indépendance. Et donc, moi, j'étais persuadé qu'avec son expérience, son background, il allait réussir. Et il allait faire sortir la Tunisie de la situation dans laquelle elle se trouvait. Et effectivement, vous vous rappelez, quand il est allé à la Casbah, il a commencé à opérer, il a réussi à organiser des élections libres, les premières élections libres et démocratiques de la Tunisie moderne. Pensez-vous qu'il a été à la hauteur de cet instant historique ? Pour les élections ou pour... Oui, c'est pas moi qui le dis, bien sûr. La vie du monde entier, il a organisé d'une manière impeccable. Il a veillé à l'organisation, mais c'est l'instance, bien sûr, indépendante des élections, mais également toutes les composantes de la société tunisienne. Il a organisé d'une manière impeccable les élections de 2011, d'octobre 2011, mais surtout, il a réussi à tous les examens, le baccalauréat, les autres, se sont passés d'une manière sans la moindre faute. Il a géré la crise de la Libye, tout ce flux de migrants et de réfugiés qui passaient par la Tunisie. Vous vous rappelez, il y avait 1 300 000 étrangers et libyens qui passaient par le pays. Et Béji Essebsi, à l'époque, était aux commandes. Et c'est lui qui a dirigé l'équipe qui a veillé avec les instances internationales à ce que ce transit se passait dans les règles de l'art et tout en respectant la dignité des Libyens et des réfugiés étrangers. Et effectivement, de la vie de la communauté internationale, c'était un grand succès. Comment jugez-vous son mandat à la présidence de l'armée ? Vous savez, le président de la République, de par la Constitution,
s'occupe essentiellement, il est le chef de l'État, et donc il a ce magistère qui lui est donné, le mettait dans un palier différent du reste des présidents, le président de l'Assemblée et le président du gouvernement, le chef du gouvernement, mais il s'occupait surtout de deux grands dossiers. Le dossier de la diplomatie, et je viens d'en parler, mais aussi le dossier de la sécurité. Et au début du mandat de Béji Caïd Sebsi, 2015-2016, on a eu de grandes attaques dévastatrices, terroristes, l'attaque du Bardo et l'attaque de Sousse. Et c'est grâce à cette agilité, grâce à la politique que lui, il a commandé, il a cadré pour développer notre coopération avec nos partenaires étrangers en matière de lutte contre le terrorisme. Et j'en étais témoin, puisqu'on a développé, grâce avec lui, directement des relations de coopération avec nos grands partenaires, les États-Unis, la France, l'Europe et les autres, la Tunisie, nos forces aujourd'hui, et pendant le mandat de Béji Caïd Sebsi, étaient mieux formés, étaient plus vigilants, plus réactifs, et au lieu de réagir à ces attaques terroristes, avaient tout fait pour les prévenir. Et donc je pense, si aujourd'hui nous avons pu quand même vaincre, entre guillemets, vaincre, espérant que ça continue, la menace terroriste, ou bien la réduire, tout ça c'est grâce à la sagesse et à cette politique clairvoyante du président de la République. Bien sûr, quand je dis président de la République, avec tous les collaborateurs, les ministres, le gouvernement et toutes les instances de l'État. Et c'est lui qui a créé, par exemple, le Conseil de sécurité nationale. N'oubliez pas ça. Le Conseil, c'était une structure qui a été créée sous Béji Caïd Sebsi. Et c'est le premier conseil qui a été créé depuis la Révolution. Comme d'ailleurs au niveau de la diplomatie, il ne faut pas oublier que Béji Caïd Sebsi a créé, bien sûr, l'ordre du mérite diplomatique. On a institué avec lui la célébration tous les ans de la journée diplomatique, le 3 mai de chaque année. Et donc, bien sûr, le couronnement était son inauguration de l'Académie diplomatique qui est en train d'être construite. Toutes ces réalisations ont été faites sous le mandat de Béji Caïd Sebsi. À quand remonte votre dernier contact avec Béji ? Vous savez, j'étais censé être le dernier, parmi les derniers à voir Béji Caïd Sebsi. À l'époque, c'était en juin, je devais partir à Marseille pour participer au sommet des deux rives. Et il y avait Madame Madeleine Albright qui était en Tunisie, je l'ai reçu la veille, lui il devait le recevoir le lendemain, il m'a appelé pour me dire qu'est-ce que j'ai dit à Madame Albright, et on a discuté un petit peu de nos relations avec les États-Unis. J'étais à l'époque, j'avais une manifestation en dehors du ministère, dans un hôtel de la banlieue, et il m'a dit, je dois vous voir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'était surtout concernant la loi. Vous vous rappelez la loi sur l'exclusion, la dernière loi qui n'a pas été signée par Béji Caïd Sebsi. Il m'a dit, tu vas à Marseille, et quand tu rentres, j'aime bien te voir. Bien sûr, on a parlé un petit peu de Macron, de ses relations personnelles avec le président français, et que je devais voir à l'époque. Mais en rentrant, quelques jours après, malheureusement, il a été hospitalisé. Et moi, j'étais sur le point de partir à Washington pour une visite officielle. Alors j'ai reporté de ma propre initiative, parce que lui, il était déjà à l'hôpital et je ne pouvais pas partir en laissant mon président à l'hôpital. Et donc j'ai demandé à nos amis américains de reporter la visite officielle. Le 10 juillet, c'était le 10 juillet. Et puis, quand il était sorti, on m'a contacté pour me dire que le président voulait quand même me voir. Béji Caïd Sebsi force le respect. C'était un monsieur
il était un leader intelligent, d'une vaste culture, comme je l'ai dit, d'une présence d'esprit inégalable et d'un sens de la réplique. Il avait toujours le bon mot au bon moment quand il discutait avec les partenaires étrangers. Et c'était une fierté, franchement, de l'accompagner, de le voir discuter avec le grand de ce monde et représenter la Tunisie. Et donc, moi, je pense que mon passage avec lui était enrichissant. J'ai appris énormément de ce monsieur. Malheureusement, avec son départ, vous voyez la Tunisie aujourd'hui, dans quel état elle se trouve, parce que la Tunisie, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas d'arbitre, n'a pas de sage capable de rassembler. C'est ce qu'il essayait de faire, surtout pendant les 4 premières années de son mandat. Il a essayé de tout faire pour réussir la transition démocratique, pour assurer l'appui nécessaire au succès de cette transition démocratique. Et je pense que c'était une période d'or de la diplomatie tunisienne, parce que vous savez, le nombre de visiteurs qui ont visité la Tunisie pendant... le nombre des ministres, des chefs d'État qui ont visité la Tunisie pendant les 5 années du mandat de Béji Caïd Essebsi, c'est dépassé le nombre de chefs d'État et de ministres pendant pratiquement toute la période de Ben Ali. On a eu un véritable flux de visiteurs, et bien sûr, je ne compte pas les visites que le ministre a effectuées, ou bien le président. Le président, il était partout, il a fait les grandes visites, que ce soit dans le monde arabe. N'oubliez pas dans quel état il a trouvé la diplomatie tunisienne. On était pratiquement en désaccord ou en conflit avec plusieurs pays de notre région et dans le monde. Et lui, il a essayé d'abord de rétablir des relations normales avec tous nos voisins et nos partenaires. Puis, bien sûr, par la suite, il a veillé à ce que nos relations se développent dans l'intérêt, bien sûr, de la Tunisie, mais dans l'intérêt réciproque de la Tunisie et de ses partenaires. Aujourd'hui, quand on vous dit Béji Caïd Essebsi, est-ce qu'il y a une image qui vous vient à l'esprit? Juste une. Dès que vous entendez son nom. C'est l'héritier de Bourguiba. C'est le monsieur qui a bien assimilé la façon de faire de Bourguiba, sa culture et surtout sa vision de la Tunisie. Et quand je dis vision de la Tunisie avec ses points forts, et elle en a plusieurs points forts, mais également ses limites. Et donc, il a compris ses points forts, il a essayé de les développer comme un moyen, un outil de diplomatie, mais aussi ses limites, les limites du pays, il a essayé de les réduire, ces limites, de les rendre non apparentes pour développer nos relations avec nos partenaires, nos voisins. Et je pense cette fréquentation pratiquement pendant une trentaine d'années de Bourguiba lui a donné quand même une plus-value que peu d'hommes politiques tunisiens ont aujourd'hui. Sylvie, en un mot adjectif. En un mot, c'est difficile. C'est difficile de devenir Béji Caïd Essebsi, c'est pas dans un mot. C'est un leader charismatique. C'est également l'homme, parce qu'il était très émotionnel, il était très affectif. Il vous donne l'impression que la relation n'est pas une relation professionnelle, mais elle est personnelle. C'était une impression ou c'était vrai? Pour moi, franchement, je l'ai senti. D'accord. Ce que vous avez dit vous donne l'impression. Et oui, juste... il vous donne l'impression dans la mesure où il vous fait comprendre. Il vous fait comprendre que tous ces gens-là qui travaillaient avec lui, c'était soit ses filles, soit ses fils, et que lui, il est le père de toute cette équipe-là, et qu'il veille à ce que l'équipe travaille dans l'harmonie. Et ce qui l'intéressait, bien sûr, c'est de contribuer à aider la Tunisie à sortir des difficultés qu'elle connaissait. Mais malheureusement, il est parti angoissé. Il est parti angoissé sur l'avenir du pays.
il me disait qu'il avait peur pour la Tunisie et que malheureusement, ce qu'il voulait faire pendant son mandat, il n'a pas pu le faire, le terminer comme il voulait, et qu'il avait des craintes réelles, surtout à la capacité du pays à surmonter les difficultés économiques et sociales. Tout en étant sûr que la transition démocratique allait continuer dans le bon sens, malheureusement, il avait des craintes réelles sur la capacité du pays à surmonter les difficultés économiques. Avait-il raison d'avoir ces peurs et ces craintes? Moi, je pense que les faits et l'évolution récente que vous connaissez lui donnent raison. On peut dire qu'il était visionnaire. Et il est absolument visionnaire. Excellent, parfait. Merci. Merci beaucoup.